Other side. Voilà, donc vous avez le message. Alors effectivement, l'enregistre, on va pas vous demander beaucoup de participer, donc vous risquez rien. C'est pour les besoins du projet, et c'est aussi parce que les webinaires et les présentations seront archivés dans le cadre du projet. Donc c'est juste pour ça. Donc vous pouvez rester connecté. Normalement, il n'y a pas de risque particulier par rapport à l'enregistrement. Donc, bonjour à tous, déjà. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés pour ce webinaire lié au projet MetaBuilding et notamment pour le deuxième appel à projet qui est appelé Grow et Harvest. Donc, par rapport à ce webinaire, on va aborder avec vous 7 points. Donc, c'est bien comme ça d'avoir un peu le déroulé ou la présentation. Ça permet de se projeter. Donc, on reparle dans les grandes lignes du projet MetaBuilding en lui-même, de quoi il s'agit, pourquoi, comment. Ensuite, on parlera de l'appel à projet Grow Harvest dans le cadre du projet MetaBuilding. On définira les éléments sur les dates clés, les modalités de dépôt, et on terminera par quelques informations. Les points 4, 5, 6 sont des points d'information sur une ou deux diapos. Et le point 7, c'est questions-réponses, si jamais il y avait des questions à l'issue de cette présentation. Sachant malgré tout qu'un certain nombre d'éléments qu'on va vous expliquer, vous présenter, seront accessibles à l'ouverture de l'accès au projet. Donc, sur la plateforme MetaBuilding, on aura une petite présentation de la plateforme que fera Marlène tout à l'heure. Donc, de façon à ce que vous puissiez avoir une vision assez claire de ce qu'est le projet. Donc, pour démarrer ce projet, et en tout cas démarrer cette partie, nous allons être 3 personnes à parler. Donc, je vais vous parler une partie du temps. Jean-Luc Buchou, donc je suis le délégué général du Cercle Promodule, INEF4, qui est un des partenaires du projet et qui est le partenaire qui porte la partie France du projet. Donc, on en parle dans quelques instants. Je serai accompagné, on la remercie beaucoup pour sa présence, de Claudia. Bonjour à tout le monde. Bonjour Claudia. Claudia qui est en fait la chef du projet au niveau de la coordination européenne du projet MetaBuilding, c'est-à-dire de la coordination des 15 partenaires et des 6 pays qui constituent le groupe du projet. Prendra également la parole Marlène du Cercle Promodule. Marlène que vous voyez. Bonjour Marlène. J'avais mis ton micro. Marlène, que vous connaissez pour certains d'entre vous, puisque certains ont déjà participé au premier appel. Marlène, qui est un peu le lien ou l'interface avec les PME, qui participent au projet et qui canalise vos questions, y répond, vous fait suivre les questions pour pouvoir avoir des réponses. Voilà. Ensuite, sur les vignettes, vous voyez apparaître Emeline et Paul, qui travaillent aussi au Cercle Promodule et qui sont impliqués dans le projet MetaBuilding. Et vous pouvez voir passer de temps en temps des informations ou des éléments qui viennent de la part d'Emeline ou de la part de Paul, en plus de Marlène. Donc voilà, vous avez une vision un peu de l'équipe. Côté Nobatec INEF4, je pense qu'on a Amélie qui est là, qui aide Claudia sur tous les aspects assez administratifs, plutôt vers les partenaires du projet. Et on a aussi Colline, je pense, qui est là et qui aide aussi Claudia sur ce projet et sur d'autres projets. Bonjour à Amélie et à Colline. Donc voilà à peu près pour la présentation. Donc du coup, on va démarrer sur le projet MetaBuilding. Donc, un certain nombre d'entre vous inscrits ou connectés connaissent déjà le projet MetaBuilding pour avoir suivi, participé au premier appel à projet, s'appelait SEED. D'autres le découvrent. Donc, on récapitule très brièvement le projet. Tout d'abord, par rapport à la France, on a dit qu'il y a deux acteurs. Donc,
il y a la coordination générale du projet qui est menée par Nobatec INEF4, et il y a la partie de portage du projet pour la partie France qui est assurée par le cercle Promodule INEF4. Donc en fait, on vous a indiqué sur cette diapo les rôles que chaque entité joue, les rôles dans le projet et les rôles à terme. Donc les rôles dans le projet pour Nobatec INEF4, comme vous le voyez, c'est la coordination européenne du projet, donc des 15 partenaires et des 6 pays qui participent au projet, donc pour fluidifier le projet sur l'ensemble de son déroulé, avec un objectif à terme, c'est pouvoir travailler à la création d'un secteur de l'innovation et particulièrement de l'innovation ouverte en intégrant le maximum d'acteurs au niveau européen pour constituer un pôle d'innovation ouverte et partagée que le projet MetaBuilding permet de créer grâce à la mise en relation progressive tout au long de l'avancée du projet des différents acteurs. Ça, c'est le rôle à terme. Concernant le cercle ProModule, le rôle dans le cadre du projet, donc comme on l'a dit, c'est l'animation, le déploiement du projet pour la France, le support aux entreprises, donc aux PME qui participent, la distribution du financement pour les lauréats. Le financement, on le rappelle, qui vient de l'Europe, hein, ce n'est pas nos fonds à nous, c'est les fonds que l'Europe dédie et est fléché vers les lauréats, ainsi que le suivi du projet et la réflexion sur la logique d'une plateforme nationale, d'une plateforme technologique et d'une plateforme de l'innovation, de manière à créer cette mise en relation entre l'ensemble des acteurs impliqués. Et là aussi, à terme, dans la finalité du projet, c'est arriver effectivement à créer cette plateforme nationale de la construction en France, donc en lien avec la plateforme européenne, le CTP, de façon à pouvoir créer cet écosystème et à pouvoir permettre aux différents acteurs déjà impliqués, que ce soit les centres technologiques, les clusters, les pôles de compétitivité, les PME, les grands groupes, les ETI, de pouvoir travailler dans cette logique de l'innovation. Donc voilà à peu près les rôles que nous jouons dans le cadre du projet MetaBuilding. Donc pour rappel, sur ce projet MetaBuilding, son originalité, c'est dédié au secteur de la construction, puisqu'on est des entités qui travaillent dans le cadre du bâtiment. Donc c'est dédié au secteur de la construction, mais avec une particularité, c'est que le secteur de la construction se trouve au centre et 4 secteurs qui ne sont pas forcément directement liés à la construction vont venir apporter des briques d'innovation pour permettre au secteur de la construction de bénéficier de ces innovations. Donc les 4 secteurs, c'est toute l'industrie numérique, c'est tout ce qui concerne la fabrication additive, les solutions fondées sur la nature et l'économie circulaire. Donc ce sont des secteurs qui ont leur vie propre en elles-mêmes, mais qui en partie peuvent apporter des éléments au monde de la construction. L'originalité du projet, c'est de pouvoir aller permettre de créer de l'innovation qui va amener des éléments au secteur de la construction en croisant l'industrie digitale et les solutions basées sur la nature, ou la fabrication additive et l'économie circulaire, etc., etc. Donc c'est ça l'idée. Il y a 6 pays qui sont les pays cibles dans le cadre du projet, dans lequel se font ce qu'on est en train de faire ici par rapport à la France, et dans lequel, effectivement, des projets sont présentés ou proposés par des PME, puisqu'on le rappelle, MetaBuilding, dans le cadre du projet européen, c'est un projet qui vise à soutenir et encourager les petites et moyennes entreprises. C'est ça l'élément clé de MetaBuilding. Il y a 6 pays qui sont indiqués ici: l'Autriche, la France, la Hongrie, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Alors notez bien ces pays, vous allez voir que ça peut être important ou intéressant, notamment dans le cadre de cet appel à projet qui s'ouvre, qui est l'appel à projet Grow et Harvest. Donc si on va sur le projet MetaBuilding, on vous a dit il y a 2 parties dans le projet MetaBuilding. Il y a une partie qui est le financement ou l'aide à apporter aux entreprises dans le cadre d'appel à projet. Il y a aussi en parallèle, pendant la durée du projet,
la construction, la constitution de cette plateforme de l'innovation. Donc, il y a deux objectifs. Ici, on va se concentrer sur le premier de ces objectifs, c'est-à-dire les appels à projets, les aides aux entreprises. Il y a donc dans le cadre de MetaBuilding deux thématiques d'appel à projets. Une appelée Seed, comme la graine, et un autre appelé Grow et Harvest, donc pour la croissance et la récolte. L'appel à projet Seed et Grow et Harvest ont pour finalité de pouvoir distribuer, comme vous le voyez, 3 750 000 euros vers les PME sur la durée du projet et dans le cadre des appels à projets. Vous avez ici donc les éléments qui sont présentés. Pour Seed, une PME présente une idée qui va être déposée dans un dossier et qui sera présentée à un jury et qui va sélectionner en fait les idées qui répondent le plus à les critères qui sont fixés dans le cadre du programme MetaBuilding, en lien avec l'innovation et en lien avec aussi l'intersectorialité. Ces PME bénéficient d'un chèque innovation de 5 000 euros pour pouvoir être aidés et dépenser ces 5 000 euros pour leur permettre à cette idée de pouvoir poursuivre son chemin, de gagner en maturité, d'aller chercher peut-être du conseil auprès de centres technologiques ou auprès d'autres acteurs qui peuvent permettre de pouvoir bénéficier d'un service. Donc c'est plutôt un chèque innovation, 5 000 euros. S'il a déjà eu lieu, on y reparle tout à l'heure, il y a eu un premier appel à projet CID. Et aujourd'hui, on est là pour parler du deuxième appel à projet, c'est-à-dire Grow et Harvest. On va redétailler Grow et Harvest, mais là, on n'est plus juste sur l'idée d'une PME, on est sur un projet. On est sur un projet collaboratif qui doit au moins impliquer deux PME, ou en tout cas deux structures. On reviendra un tout petit peu là-dessus. Et dans le cadre de ces projets, la somme qui peut être remise au projet est de 60 000 euros. Ce n'est pas une somme neutre, hein, c'est 60 000 euros net. Il ne s'agit pas d'avance sur remboursement, etc. C'est vraiment pour pouvoir travailler et aider à l'éclosion du projet. Ça ne veut bien entendu pas dire que le projet doit faire que 60 000 euros, hein, l'assiette des projets d'innovation, mais que effectivement, il y a un montant finançable aidable qui est de 60 000 euros. On l'appelle gros et harvest, pourquoi? Parce qu'il y a la partie gros qui peut être liée au développement, et il y a la partie harvest qui peut être, elle, plutôt liée à l'intégration ou à la finalisation de développement. Donc, ces deux actions peuvent se mener, être présentées dans le cadre du projet MetaBuilding, Grow et Harvest. On revient sur quelques détails un petit peu plus tard. Vous voyez apparaître des logiques de TRL, TRL 3, 5, 6 à 9. Donc, c'est un terme qui est plutôt lié à l'innovation et au monde de la recherche. Vous le connaissez peut-être pour certains d'entre vous, donc Technology Readiness Level, c'est ce que cela veut dire. Et en fait, très concrètement, plus on s'approche de 9, plus l'innovation est prête à aller sur le marché. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on reviendra sur les détails tout à l'heure. Mais 3 à 5, ça peut être des sujets qui sont encore en amont du marché et qui sont dans une phase de growth, c'est-à-dire de croissance, avant d'aller sur le marché. Donc, ils peuvent être financés. Ça peut aussi être des projets qui sont, eux, beaucoup plus matures ou beaucoup plus proches du marché, prêts à être harvest, donc récoltés, qui peuvent aussi être éligibles dans le cadre du projet. Donc voilà un peu dans les grands axes le contexte et le point lié au projet MetaBuilding. Par rapport à ce projet MetaBuilding, il y a ici, par rapport à la France, ce fameux écosystème de l'innovation en France. Donc par rapport à cet écosystème, on vous l'a mis là en détail, vous aurez accès ensuite à la présentation, hein, donc vous pourrez retrouver les éléments. Il n'est pas sans doute 100% exhaustif, mais il retrace un peu les différents acteurs. Donc, on va retrouver des clusters, des associations professionnelles, des organismes de certification, des
des centres technologiques, des écoles doctorales, des chaires, des associations à but non lucratif, l'action des pouvoirs publics ou du gouvernement, voilà, qui essaient d'irriguer ou d'alimenter le secteur de la construction et qui doit constituer en fait ce qu'on a appelé ici le point d'ancrage d'un écosystème innovant de la plateforme Metabully. Alors, peut-être, Claudia, on pourrait te donner quelques instants la parole pour que tu nous donnes quelques éléments un peu complémentaires sur l'objectif final du projet entre effectivement ce qui est présenté ici, c'est-à-dire l'écosystème d'innovation, et la plateforme Metabully, qui serait une plateforme numérique, mais également une plateforme physique pour pouvoir ancrer cet écosystème innovant. Donc, si tu peux nous donner quelques petits éléments supplémentaires, s'il te plaît. Oui, volontiers. Toute l'idée du projet MetaBuilding, c'est de créer un point de rencontre virtuel, cette plateforme MetaBuilding, et de mettre à disposition sur cette plateforme des outils d'aide à l'innovation pour des PME, aussi des autres acteurs, mais avec un focus très clairement sur les PME. Et vous voyez sur ça, c'est un screenshot de la plateforme. Et vous voyez des différents modules. Il y a un qui s'appelle accès au financement pour l'innovation. Là derrière se cache pour le moment l'appel à projet Grow Harvest et des autres appels à projet dans le cadre de MetaBuilding. Mais il y aura à fur et à mesure aussi des autres informations sur l'argent qui est disponible, soit public, soit privé, pour aider des PME ou des autres entreprises de faire de l'innovation, de financement de l'innovation. Après, il y aura, je commence en bas sur le matchmaking. Après, ça s'appellerait maintenant trouver un partenaire. Et là, effectivement, c'est un module qui vous aide, et vous le voyez plus tard, encore un peu en détail, de trouver un partenaire pour un projet collaboratif. Après, il y a un autre module qui s'appelle Get Innovation Support, qui, lui, il vise à trouver un centre technologique, une université ou un autre partenaire, comme on les appelle dans le cadre du projet Innovation Stakeholder, qui est un prestataire de services, des services d'innovation qui peut vous appuyer dans des projets d'innovation. Et après, vous trouvez aussi en haut à droite un truc qui s'appelle Find Innovative Technologies. Ça, vous voyez peut-être aussi plus tard un peu en détail. C'est pour trouver peut-être des technologies des autres secteurs ou même du secteur de la construction qui sont peut-être sans finalisation, mais qui pourront vous donner la base pour construire votre projet dessus. Et après, le dernier en droite en bas, ça s'appelle Test Your Innovation. Ça serait, mais dans le futur, l'accès justement à un réseau des facilités des tests qui est en train d'être créé dans le cadre du projet MetaBuilding Labs. Et peut-être c'est le prochain MetaBuilding Labs. Je ne sais pas si la slide prochaine... On en reparlera à la fin. Ok, voilà, je m'arrête là du coup. Mais c'est un lieu de rencontre de l'écosystème virtuel où on met à disposition des outils d'innovation avec un focus PME. Voilà. Merci. Merci Claudia pour ces précisions et pour que l'ensemble des panélistes puissent avoir une vision claire de ce qu'est le projet MetaBuilding et de ses objectifs, de ses orientations. C'est vraiment un projet au service de la PME innovante en lien avec les impacts sur le secteur de la construction, que ce soit de la rénovation ou du neuf. Du coup, on a dit qu'il y avait déjà eu un premier appel à projet SEED. Donc, pour la France, il y a eu 41 projets qui ont été présentés en France, 159 sur l'ensemble des pays participants, donc les 6 pays participants, plus quelques autres projets qui venaient de pays de l'Union européenne. Il y a eu 30 projets qui ont été financés à hauteur de 5 000 €, dont 6 entreprises françaises.
Par ailleurs, dans l'ensemble des dossiers, il y a eu des lauréats alors non financés, mais qui ont reçu des distinctions de la part du jury européen et du jury national. 11 entreprises ont été ainsi distinguées par rapport à l'aspect prometteur de leur idée, par rapport à l'aspect prometteur du projet, avec peut-être des idées de continuer de travailler sur cet élément et de poursuivre son travail. Ça veut dire qu'il y a eu voilà, 29 150 € qui ont été distribués en France aux PME et 148 000 sur l'ensemble du projet. Vous avez le nom des 6 lauréats qui ont été financés à hauteur de 5 000 €. Et sur notre site, sur le site du Cercle Promodule, vous avez effectivement la présentation de chacune de ces structures et de ces sociétés. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner plus avant. Donc ça, c'est voilà, le projet. Maintenant, on va rentrer dans l'autre aspect, c'est-à-dire ce nouvel appel à projet sur la partie Grow et Harvest. On va rappeler aussi un point important, c'est que il y a une logique dite du cascade funding, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, ce n'est pas parce qu'elles ont été lauréates une fois, ou qu'elles ont présenté un projet une fois, ou qu'elles ont eu une distinction, ou qu'elles n'ont pas été retenues, qu'elles ne peuvent pas repostuler une autre fois aux autres appels à projets. En fait, il y a une logique de cascade funding. Donc, il y a une somme maximale qu'une PME ne peut pas dépasser dans le cadre du projet MetaBuilding. Claudia, tu me corriges si je me trompe, je crois que c'est 60 kg €. C'est bien ça. Oui. Ça veut dire qu'une PME qui a présenté SID et qui a eu 5 000 € pour être aidée a tout à fait le droit de dire mais mon idée, elle a un peu grandi grâce aux 5 000 €, je reviens présenter Grow et Harvest, etc., etc. Donc, c'est tout à fait possible de pouvoir faire ça. C'est un élément quand même important à souligner. Alors, on rentre dans Grow et Harvest. Alors, dans Grow et Harvest, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être incontournables. Il y a tout d'abord, dans Grow et Harvest, à la différence de Seed, la nécessité d'être un projet collaboratif. Donc, qui dit collaboratif dit un pluriel. Et même si c'est un pluriel immédiat, seulement 2 structures, il faut au moins 2 structures. Donc, dans l'idée, c'est un élément important du projet, Grow et Harvest. On reviendra sur l'histoire des TRL dans quelques instants. On va rentrer un peu plus en détail, effectivement, sur ce que ça veut dire. On apporte une précision, malgré tout, sur les structures PME dans un projet. Il a été fait la demande à l'Union européenne et à la Commission de savoir si, éventuellement, ça pourrait être une aide vers les PME, que des ETI ou des grands groupes puissent être également dans le projet, ou que les PME soient associées dans le projet à des grands groupes ou à des ETI qui constitueraient le projet collaboratif avec des assiettes de projets et de montants qui peuvent être relativement importantes. La réponse de la Commission a été positive finalement, avec évidemment une condition, c'est que les fonds ne servent que pour financer les dépenses des PME, et pas les dépenses des grands groupes ou des ETI. Donc, c'est une précision malgré tout importante ou intéressante, parce que ça veut dire que si vous êtes une PME, ou si vous êtes une filiale d'une ETI ou d'un grand groupe, ou que vous travaillez sur des projets qui nécessitent des appuis R&D que vous n'avez pas, vous, en interne, mais qui sont effectivement dans le consortium, c'est tout à fait possible aussi de présenter un projet de cette nature, sachant malgré tout que les fonds ne seront destinés qu'aux dépenses de la PME. Donc, si on aborde le côté dépenses de la PME, qu'est-ce qu'on entend par dépenses de la PME? Alors, globalement, on entend évidemment les dépenses de personnel de la PME qui seraient impliquées dans le projet. Donc, ça fait partie effectivement des dépenses. Mais on entend aussi le recours à des acteurs ou à des prestataires de services
qui pourraient aider le projet. Point important, ces acteurs ou prestataires de services pourraient recevoir jusqu'à 75% du financement. Donc globalement, si on fait le calcul, pour un lauréat qui pourrait être éligible à dépenser 60 kg euros, ça veut dans le projet, gros Harvest, ça veut dire qu'il pourrait dépenser 45 000 euros vers des prestataires qui pourraient l'aider dans le projet, qui pourraient les aider, puisque du coup c'est un projet collaboratif dans le projet. Alors qu'est-ce qu'on entend par ces prestataires et de qui parle-t-on? On parle, pardon, excusez-moi, j'ai l'imprimante qui se met en route. Juste demander d'arrêter les impressions. C'est les joies du télétravail. Quand vous avez l'imprimante dans le bureau, voilà. Donc, je reviens sur ces fameux prestataires de services. Donc, il faut qu'ils soient impérativement référencés dans la plateforme MetaBuilding comme des innovation stakeholders. Donc, à ce titre, on en parlera un tout petit peu plus tard, qui sont ces innovation stakeholders, mais il faut qu'ils soient référencés. Alors déjà, un certain nombre qui ont été référencés, ce sont des centres technologiques, ça peut être des aides à l'innovation, enfin des structures qui aident à l'innovation, ça peut être différents profils, mais malgré tout, à la différence de Seed, pour ceux qui ont participé, vous ne pouvez pas choisir votre prestataire dans votre environnement, mais il convient que le prestataire de services d'aide à l'innovation soit référencé dans la plateforme MetaBuilding. Donc, c'est entre autres Marlène et Emeline qui s'occupent effectivement d'avoir démarché beaucoup de centres technologiques, beaucoup d'associations professionnelles qui pouvaient apporter des soutiens, des clusters, entre autres, qui pouvaient aussi, dans certains cas, apporter de l'aide ou faire de la mise en relation vers des acteurs. Donc, si les prestataires de services ne sont pas référencés dans la plateforme MetaBuilding, le projet ne pourra pas être administrativement recevable pour financer les dépenses. Donc ça, c'est un point quand même très important. Il faudra aller chercher les prestataires dans les innovation stakeholders qui sont référencés dans la plateforme. Il faut que ces prestataires soient dans un des 6 pays cibles, donc ce qui serait le cas s'ils sont référencés dans la plateforme. Bien entendu, ce doit impérativement être des structures totalement indépendantes et sans lien avec des postulants. Sinon, évidemment, le projet ne serait pas éligible. Et ensuite, on a dit que vous pouvez recevoir jusqu'à 75% du financement. Donc voilà globalement les grands axes de Grow et Harvest. Alors, il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. On essaiera de répondre à toutes les questions à la fin. Malgré tout, sur cette première présentation, il y a 2 questions concernant les financements de projets. Donc, les 2 entreprises peuvent être, on y reviendra tout à l'heure, soit franco-françaises, mais il y aura un malus sur l'évaluation du projet, soit transfrontalière. Et dans ce cas-là, il y aura un bonus sur l'innovation du projet et sur le projet. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi de favoriser ce travail entre les PME et les mises en relation de PME sur des secteurs différents. Et par rapport à ça, les PME qui peuvent collaborer n'ont pas nécessairement obligatoirement l'origine des 6 pays cibles. Je parle bien des PME qui peuvent collaborer. Donc, si vous avez... Alors, il y a l'Espagne et le Portugal, donc pour les entreprises du Sud, facile. Il y a l'Italie, donc facile de faire du transfrontalier. Ensuite, il y a l'Autriche.
Donc, il faut passer par-dessus la Suisse, l'Allemagne. Sinon, si l'entreprise est en Allemagne, si l'entreprise est en Belgique, en Hollande, ça peut aussi fonctionner. Claudia, tu me confirmes bien ce point, normalement, pour le projet collaboratif. On est d'accord sur ça? Pardon, maintenant j'ai loupé. Tu peux répéter? Pardon. Ah, je disais que les entreprises, dans le projet collaboratif, transfrontalières, Oui. peuvent être des pays cibles, mais ça peut être aussi l'Allemagne, ça peut être C'est ça, effectivement, c'est Singapour, la ouvert. Belgique, la Il y Hollande. a un des partenaires qui doit venir d'un des 6 pays cibles, dont la France, et il y a tout le reste. Ça peut être un autre partenaire PME d'un pays cible ou également d'un autre pays européen ou qui est considéré comme européen, entre guillemets, dans le cadre de la Commission européenne, comme la Suisse, la Turquie. Ben voilà, il y a des autres associés qui travaillent sur les projets européens, bien qu'ils ne sont pas des pays européens, quoi. Voilà. Mais il y a un lien quelque part dans le guide pour les applicants où je pense ça renvoie, et même sur le site web aussi, de la plateforme, où ça renvoie à la définition quels sont les pays éligibles. Mais c'est normalement, ce sont les pays qui sont éligibles pour travailler dans Horizon 2020, le programme européen, et maintenant qui le seront dans Horizon Europe, le nouveau programme européen. Voilà, ce sont ces pays-là. Merci pour cette confirmation, Claudia. Beaucoup de questions que vous allez poser vont avoir des réponses déjà dans la plateforme, et on va vous renvoyer souvent vers la plateforme parce que tout est mentionné. Il y a aussi le French Help Desk, Marlène, Emeline, Paul. Donc, du coup, quand vous envoyez des questions, ce sont eux qui pourront répondre à vos questions. On essaie de répondre malgré tout à 2 ou 3 autres questions qui sont posées sur ça. On nous dit, est-ce que les stakeholders, innovation stakeholders, donc les potentiels prestataires de services, correspondent à une liste qui est bloquée, arrêtée? Réponse non. C'est une liste qui est évolutive. Donc, dès lors que les personnes répondent aux critères de ce qui est un innovative stakeholder et ont rempli les dossiers, les engagements, etc., dès lors qu'ils sont référencés, évidemment, ils rentrent dans la logique de l'innovative stakeholder. Et comme on vous l'a dit, le projet MetaBuilding est fait pour construire quelque chose. Donc, il n'y a surtout rien d'arrêté de manière définitive. Au contraire, c'est quelque chose qui se construit. La fin du projet MetaBuilding, on ne vous l'a pas dit en fait, pour information, mais c'est juin 2023. Donc, vous voyez, on a encore une grande année, enfin quasiment 2 ans, pour pouvoir aller jusqu'au bout du process. Donc, oui, des structures qui correspondent aux critères d'un innovative stakeholder peuvent rejoindre absolument la plateforme au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Et quant au financement de projets, on pose la question, est-ce que c'est des projets français qui seront 16 projets français par pays? En fait, c'est 16 projets qui seront financés. Et il n'y a pas de compétition en réalité, c'est-à-dire que les projets qui seront financés, ce seront les 16 meilleurs projets. Donc, je vais caricaturer, mais supposons que les PME françaises se mobilisent pour Grow et Harvest et qu'il y ait 16 projets collaboratifs répondant aux critères, etc., que le jury européen valide en disant voilà, c'est formidable, c'est les 16 premiers. Et si c'est 16 PME françaises qui sont là-dedans, ça veut dire que ces projets seront financés. Donc, il n'y a pas de quota par pays en disant on en finance 3 en France, on en finance 4. D'ailleurs, vous avez vu que par rapport à SEED, si je reviens sur le projet SEED, il y a eu 30 PME qui ont été financées, mais il y en a eu 6 en France. Donc, si vous faites le compte, il y avait 6 pays cibles, plus 1 ou 2 pays européens qui ont participé. Bon, ça voudrait dire si chaque pays en avait financé 6, il y en aurait eu 36. Donc, ça veut dire qu'en France, il y en a eu un tout petit peu plus de financés par rapport à d'autres pays, parce que, à un moment donné, le jury a considéré que ces projets étaient peut-être plus matures, plus avancés, ou correspondaient plus aux critères. Donc voilà pour ça.
on va revenir maintenant un tout petit peu sur l'histoire des TRL qu'on veut préciser. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les TRL, c'est donc une échelle de Technology Readiness Level. Donc, à quel niveau, par rapport à la finalité, c'est-à-dire la partie, ici le point 9, le manufacturing, et le 9+, c'est-à-dire la mise sur le marché, où se situe l'innovation. Alors, ici, ce n'est pas juste un élément générique. Les contenus ont été plus ou moins développés par rapport à MetaBuilding. Du coup, il y a effectivement dans chaque colonne des éléments qui sont en lien avec MetaBuilding. Donc, vous avez la partie Grow du 3 au 5, où vous avez les principes de base, qui sont donc la deuxième ligne, Basic Principles Observed, et 6 à 9 pour Harvest. Donc, votre projet collaboratif peut être effectivement un projet qui relève plutôt de l'action Grow ou un projet qui relève plutôt de l'action Harvest. Mais il n'est pas attendu que votre projet soit Grow et Harvest à la fois, puisque, on l'a dit tout à l'heure, dans le délai, il y a quand même un délai de 6 mois pour aboutir sur des projets. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a ici une action, une logique qui permet de positionner son projet par rapport à ses niveaux de TRL. Donc, c'est écrit en anglais, on ne l'a pas traduit. Alors, on n'a pas traduit volontairement pour une raison qui a déjà un peu éprouvé les personnes et les structures qui ont répondu à CID, c'est que les dossiers doivent être rédigés en anglais. Voilà. Donc, il y a quand même un minimum d'anglais à connaître, même si les dossiers, on vous rassure, sont simples. Ça n'a rien à voir avec les dossiers de financement de l'ADEME ou du PIA. Voilà. Les dossiers sont simples, mais ils doivent être effectivement écrits et rédigés en anglais. Donc, voilà, vous avez déjà des éléments de vocabulaire un tout petit peu qui sont présentés dans Grow et Harvest. Néanmoins, pour la présentation, si on le traduit, sur la partie Grow, et ensuite, Claudia, tu nous apporteras quelques éléments complémentaires aussi. Sur la partie Grow, ce qui peut être présenté, c'est par exemple des proof of concept. Voilà, vous avez travaillé, vous travaillez sur quelque chose qui peut être la preuve du concept, une espèce de premier prototype, de première approche. Ça peut être aussi des choses qui peuvent se valider expérimentalement en laboratoire. Ça peut être aussi quelque chose que vous mettez en place sur site, c'est-à-dire un prototype monté ou partiellement monté sur site pour tester le fonctionnement ou les impacts. Donc ça, c'est la partie Grow. Dans la partie Harvest, on est donc, comme vous l'avez compris, on se rapproche du marché progressivement, de 6, 7 à 8 à 9 sur les niveaux. Donc, on est plutôt ici, par exemple, sur la démonstration, mais prouvée. Donc, du coup, on a démontré l'expérimentation. Donc, c'est quelque chose qui est avancé, plus avancé. On a des systèmes qui sont déjà qualifiés. Donc, on a, par exemple, les partenaires, on a, par exemple, le marché, on a une maturité sur la technologie, on est prêt à passer en phase de manufacturing ou d'industrialisation de la technologie ou du système, etc. C'est des systèmes aussi qui ont été ou qui sont validés sur le terrain, mais pas juste que la partie techno ou test d'un fonctionnement, ça a été validé dans l'ensemble du fonctionnement, et ça peut être aussi des systèmes dans lesquels une chaîne de production est mise en place ou se met en place. Donc voilà à peu près l'articulation Grow et Harvest qui, d'une certaine manière, permet de voir l'amplitude de la maturité de vos projets d'innovation par rapport à la mise sur le marché. Donc Claudia, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous apporter aussi, dans la vision européenne du projet, quelques éléments complémentaires,
Oui, on avait vu avant l'échelle des TRL, de maturité de technologie, et ça, c'est en rapport avec ça. Normalement, cette échelle vient du secteur de l'aéronautique, de la NASA, pour être plus précis. On a essayé de adapter cette échelle de TRL dont vous avez les détails dans la autre diapositive, si vous voulez regarder en toute tranquillité, des possibles activités qui rentrent dans chacune des cases, dans chacune des TRL. Ce sont c'est pas, ça se limite pas à ça, ce sont des exemples, mais pour vous montrer un peu plus clairement, qu'est-ce que ça pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait entendre en dessous de une preuve de concept expérimental, mais qu'est-ce que ça pourrait comment ça pourrait se transférer dans le secteur de la construction. Parce que tout ce qui vient normalement avec cette échelle TRL, mais c'est très lié à un produit voilà, pour de l'aéronautique et des choses comme ça. Là, on a essayé de vous donner un choix des choses qui pourront être éligibles et qui rentreront dans les différents cas, qui sont beaucoup plus proches à ceux qu'on fait dans le secteur de la construction, pour vous donner des idées de ce qui peut rentrer. Ce n'est pas limitatif à ça, ça peut aller au-delà, mais ça doit être ce type, ce genre des activités qui pourront être financées. Merci. Claudia, pour ces éléments. Vous retrouverez ces éléments aussi évidemment sur la plateforme. Hein. Alors, on rentre maintenant dans quel domaine vous pouvez postuler. Donc, on a dit il y a 4 secteurs qui sont aujourd'hui ciblés dans le projet MetaBuilding depuis le début, des secteurs qui doivent effectivement apporter des éléments au monde de la construction. Le premier secteur qu'on aborde ici, c'est l'économie circulaire. Mais dans le cadre du gros harvest, il y a des défis ou des challenges, en fait, qui vont circonscrire la notion d'économie circulaire par rapport à l'éligibilité du projet. Je simplifie le process avant qu'on rentre dans le détail. Ce n'est pas parce que j'ai un projet d'économie circulaire sur la construction que nécessairement il pourra être éligible dans le cadre de Grow et Harvest, puisque dans le cadre du projet Grow et Harvest de MetaBuilding, il y a des challenges donc, ou des défis à relever par rapport à l'innovation. Et du coup, sur le lien construction-économie circulaire, dans les deux thématiques qui constituent la thématique des challenges, et ensuite, il y a des détails qui sont donnés, on reviendra sur quelques détails, mais il s'agit de la thématique 1, c'est des matériaux, produits, systèmes recyclés pour la construction, les infrastructures urbaines. Donc on est dans un des aspects de l'économie circulaire, mais là, on va être sur le matériau, donc qu'est-ce que j'innove en recyclage pour le rendre utile à l'infrastructure urbaine ou à la construction. C'est la première thématique du challenge. La deuxième, c'est quelle solution numérique ou d'intelligence artificielle pour favoriser la circularité dans le secteur de la construction. Donc, toute proposition d'innovation qui ne pourrait pas rentrer dans les cases de ces thématiques ne pourrait pas être évaluée par le jury, ne pourrait pas être validée administrativement. Donc, notez bien, ça c'est un point important, il faut pouvoir répondre dans la proposition du projet collaboratif innovant à ces thématiques. Donc, sur le site de l'appel à projet, vous avez les détails par thématique, mais Claudia, déjà, par exemple, sur ce domaine-là, économie circulaire, par rapport aux deux thématiques, quel a été l'esprit général de la vision européenne du projet, du travail avec les autres pays, avec la Commission, pour faire ressortir ces thématiques? Qu'est-ce qui est tout petit peu attendu en lien avec l'économie circulaire? Et on fera ce petit exercice avec les 3 autres thématiques aussi, enfin les 3 autres secteurs, pardon. Oui, peut-être déjà vous raconter que ces challenges et les topics, ils sont le fruit d'un travail collaboratif
où on a fait des ateliers avec des entreprises, avec des clusters dans les 6 pays cibles, où nous ont remonté leurs besoins concernant ces différentes thématiques, qu'on a essayé de traduire en challenge pour être vraiment plus proche de ce que les entreprises aimeraient avoir et sur quoi ils aimeraient travailler. Pour ce premier, du coup, qui est l'économie circulaire, là, effectivement, si vous allez sur le site web de notre plateforme, vous avez un recto verso du challenge et des topics où c'est plus concrètement affiché qu'est-ce que le but de ce challenge. Et en plus, qu'est-ce que sont comment dire, les résultats qu'on aimerait avoir ou les impacts. Par exemple, pour le premier topic du challenge circulaire, ça serait d'avoir des nouveaux matériaux qui sont basés, des nouveaux matériaux qui sont basés sur du matériel recyclé, d'en faire des composants pour les bâtis et en général pour la construction, d'avoir des nouvelles méthodes et des outils pour intégrer le cycle d'analyse de vie et le recyclage dans la construction et finalement aussi d'avoir des nouvelles méthodologies et outils pour intégrer tout ça dans le processus BIM. Je pense que ça, c'est un peu ce qu'on peut dire pour le premier topic. Et pour le deuxième, du coup, ça vise de trouver des solutions digitales avec une approche de la circularité dans le secteur de la construction. Et là, on a comme des ententes sur les résultats, par exemple des passeports de matériaux, des preuves de concept pour ces passeports de matériaux dans le secteur de la construction, l'implémentation de matériaux intelligents dans le secteur de la construction ou encore des outils digitaux ou de logiciels pour, pour gérer le processus de la déconstruction et des bâtiments et de la réintégration des composants après dans la construction. Je ne sais pas si ça vous voit comme ça. Donc les détails, hein, l'objectif de la réunion aujourd'hui, c'est de poser des grandes bases. Les détails, donc, comme on l'a dit, sont effectivement sur tous les éléments de l'appel à projet, sont sur le site, donc n'hésitez pas à aller creuser là-dedans. Ce sont les thématiques à l'intérieur, donc il y a des éléments assez larges pour pouvoir être innovant. Donc on nous a posé des questions aussi. Bon, je l'envoie une qui arrive, mais donc sur l'économie circulaire basée sur le recyclage et pas le réemploi. Si, il y a aussi, voilà, il y aura aussi le réemploi dans la logique. Il y a le réemploi. Il y a aussi les nouveaux matériaux ou peut-être des matériaux déjà plus ou moins recyclés ou tentés en recyclage. Alors, je pense comme ça, en regardant le détail des challenges, on voit par exemple très clairement apparaître une logique du style la terre crue aujourd'hui, ça existe, hein, ça peut se recycler. Maintenant, de la terre crue pour faire de la structure, ça déjà, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué ou un peu plus innovant à mettre en œuvre. Donc, un projet de ce type, par exemple, pourrait rentrer dans la logique ici sur les matériaux, leurs produits ou leur recyclage. Le réemploi également est important là-dedans. Sur l'IA, donc ça reprend tout. La question robotisation est posée. Alors peut-être qu'elle est plus éligible dans un autre domaine, la robotisation. On en parlait tout à l'heure plus que dans celui-là. Mais la robotisation fera partie aussi des
challenges, en tout cas des topics dans les challenges. Voilà pour l'économie circulaire, globalement, ce qu'on pouvait dire. Les détails, on est à votre disposition après. Regardez bien dans le site, il y a tous les éléments. Justement, là, on va parler du numérique. Donc, du coup, par rapport au numérique, construction numérique, 2 grandes thématiques. Le suivi des performances, globalement. Donc, des performances, on dit bien. Donc, pas que performance énergétique. Performance environnementale, performance santé, confort des occupants, qualité de l'air, etc. Évidemment, il faut que ce soit innovant. Donc, ce n'est pas pour faire des choses qui existent, mais c'est pour être innovant dans le suivi et la gestion. Et également la thématique sur les nouveaux outils numériques au service des PME. Donc, au service des PME. Donc, quand on parle BIM, par exemple, on a ici dans la thématique BIM simplifié, c'est-à-dire quelque chose qu'un artisan, un peintre, un plaquiste qui intervient pour rénover une maison individuelle, on descend jusqu'à cette échelle-là, par exemple, est capable d'utiliser parce que c'est une application qui est sur sa tablette ou sur son téléphone portable et qui ne demande pas de faire des scans 3D, des images de points, etc. Par exemple, hein, je dis ça, il y a plein d'autres choses potentielles. Souvent, l'exemple fait force de loi. Ce n'est pas l'idée de dire ça doit être ça l'innovation. C'est juste pour montrer que le cadre est assez ouvert. Aide à la productivité. Donc, effectivement, dans l'aide à la productivité, il peut y avoir tout le spectre de ce qui peut être innovant par rapport à la construction, donc que ce soit le neuf ou la rénovation. Donc là, par exemple, les logiques d'exosquelettes, de robotisation, de toutes choses qui amélioraient la productivité sur site, sur la mise en œuvre, sur le suivi de chantier, etc. Mais toujours pas pour les super grands groupes, mais pour la massification. En fait, l'idée, c'est d'arriver à massifier l'usage de ces innovations pour pouvoir gagner en impact sur la qualité de la construction, sur la qualité des rénovations, etc. etc. Donc, du coup, Claudia, sur ces thématiques, quelques petits éléments complémentaires que tu peux rajouter? Oui, pour le premier des topics, là, les résultats attendus ou les impacts attendus sont surtout d'avoir des solutions qui sont, comment on dit en français, affordable, mais qui sont pas trop chères, je trouve pas le mot. Abordable. Abordable pour faciliter la digitalisation du secteur, dont des plateformes par exemple open source, des digital twins qui sont là pour vraiment permettre une implémentation de cycle de vie entier du bâtiment. Voilà, ce sont des choses comme ça. Ça peut être j'ai du mal avec ce jargon-là en français, hardware devices et aussi l'utilisation des outils déjà là, mais pas trop appliqués au secteur de la construction, comme c'est le IoT, le Internet of Things, la smart appliances, voilà. Je ne peux pas de ça en français, j'ai tout simplement pas le vocabulaire pour. Dans le domaine digital, ça ne se traduit pas. Je pense que hardware, tout le monde a compris. Et... Ouais, voilà. Et après, pour le deuxième topic, effectivement, là, c'est plus sur le BIM et des autres outils digitaux pour les PME. Et là, c'est vraiment avec un focus très clairement sur les PME, parce que beaucoup de ces choses, et surtout le BIM, c'est quelque chose de bien, mais pour les PME, c'est difficile de l'utiliser parce que voilà, c'est trop lourd, peut-être ils n'ont pas trop besoin, et c'est de créer des outils qui permettent à une PME aussi d'utiliser le BIM et de le mettre en place et voilà, qui sont plus proches de leur réalité que ce qu'on a maintenant. Et ça peut être du BIM pour
pour la gestion des bâtiments qu'on utilise derrière. Ça peut être aussi tout simplement pour regarder les performances, mais tout ça intégré dans le BIM et avec un focus effectivement sur les PME et leurs besoins. Voilà. Merci Claudia. Par contre, Claudia, enfin, je pense que c'est que pour toi, c'est pas pour moi. Ton son n'est pas très bon. Oh, ok. Voilà. Pardon. Est-ce que ça C'était fait mieux avant ou je sais pas? avant, là, il y a une sorte de ronronnement, ronflement derrière tes propos chaque fois que tu parles. Non, j'ai rien derrière moi, Non, mais non, voilà. je pense que ça vient de ton micro ou de l'ordinateur. Il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est pour effectivement les challenges et les défis sur le numérique. Il y a maintenant la partie solutions fondées sur la nature ou nature-based solution. Donc là, il y a deux thématiques. Ce n'est pas juste des solutions fondées sur la nature, en général, appliquées au bâtiment, mais c'est première thématique pour la rénovation. Alors, vous avez compris qu'il y a un gros sujet, évidemment, attendu à la rénovation des bâtiments. Donc, c'est comment, effectivement, on pourrait trouver des solutions fondées sur la nature qui peuvent être appliquées à la rénovation énergétique des bâtiments, tout type de bâtiments, bien sûr. Et le deuxième topic, ou thématique, c'est à chaque fois, on retrouve quand même l'histoire du numérique. Hein, donc, le secteur numérique est quand même très favorisé parce qu'il peut se décliner un peu partout. Mais c'est maintenant comment ces solutions basées sur la nature mises en œuvre et mises en place, comment on peut arriver à en faire le suivi et la maintenance pour éviter leur dégradation rapide par manque d'entretien, leur contre-performance. Donc, tout système qui serait innovant et qui permettrait de favoriser le suivi, l'entretien et la maintenance de solutions fondées sur la nature peut rentrer dans cette thématique. Voilà pour ces deux thématiques. Claudia, tu veux apporter un ou deux points aussi là? Je pensais. Oui, j'espère que maintenant c'est mieux. Peut-être si tu coupes le micro pendant que je parle, je ne sais pas, peut-être c'est ça. Alors, concernant justement les solutions basées sur la nature, là, effectivement, ce qu'on essaie d'avoir à la fin du projet, c'est d'avoir des packages, des packs de rénovation entiers qui prennent en compte des solutions basées sur la nature, de utiliser les solutions basées sur la nature pour arriver à des enveloppes ou extendre comment dire ça, la durabilité et la durée de vie des enveloppes des bâtiments, d'utiliser ces solutions pour avoir une efficacité d'énergie plus poussée et de réduire l'impact CO2 ou réduire l'impact CO2 et aussi de réduire par cette solution la consommation du matériel parce qu'on peut utiliser cette solution dans différentes fonctions et les intégrer dans différentes fonctions. Ça pour le premier topic. Et après, pour le deuxième, la digitation, bon, je ne sais pas non plus comment dire en français, pour la maintenance et le monitoring, les solutions basées sur la nature, souvent, justement, que ce sont des plantes à la façade et tout ça, ce n'est pas si facile à maintenir. Et si on peut trouver des solutions beaucoup plus faciles pour faire la maintenance de ces systèmes, green walls et green roofs, c'est quelque chose qui serait intéressant pour aussi baisser les coûts et pour garantir la longévité des solutions de ces nature-based solutions. Et aussi pour aussi démontrer quel est leur impact en niveau de qualité d'air, par exemple, ou des autres réductions des coûts.
par l'utilisation des outils digitaux. Et ça peut même aller jusqu'à démontrer par des solutions digitales de démontrer l'impact des solutions basées sur la nature vis-à-vis le cadre de vie et la satisfaction des gens qui vivent dans des bâtiments comme ça. Il peut y Ça avoir un serait aspect tout. social, en fait. Oui, L'impact voilà. social ou sociétal pour rentrer là-dedans. Donc, merci Claudia. Pour information, la qualité du son ne s'est pas améliorée avec ton micro. Je vais faire mon mieux. J'essaie de rebrancher Ouais, voilà. Donc, très bien. Du coup, avant de passer au dernier challenge sur la construction additive, j'ai vu passer quelques questions. Il y en a une ou deux auxquelles on répondra un petit peu plus tard. Il y en a une, Thomas nous dit qu'en est-il des constructions neuves basées sur l'utilisation du bois, de la paille, de la terre? Alors, qu'en est-il? Effectivement, c'est une bonne question parce que ça existe déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté innovant qui doit apparaître dans la solution proposée. Si c'est pour dire qu'on fait de la construction ossature bois ou qu'on fait des murs dans lesquels on insère de la paille, le côté innovant ou de la terre projetée avec de la paille, qu'on fait du béton de chambre, chaux-chambre, enfin bon, tout ça, ça existe déjà. Et donc, le côté caractère innovant ne va pas ressortir. Par contre, ça ne veut pas dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la terre, par exemple, terre crue, si on vient avec un projet pour dire, j'ai un projet de terre crue dans lequel on a travaillé sur des liants qui permettent de renforcer la terre, elle n'a pas besoin éventuellement d'être structurée, elle n'a pas besoin d'être, elle n'est pas juste appliquée en, sur un support, mais elle peut être structurelle. Là, par exemple, il peut y avoir un caractère innovant. Il peut y avoir un caractère en disant, on est en train de travailler en laboratoire, on est en train de démontrer que ça résiste à des pressions de tant de Pascal, sans fissurer, etc. Ça peut être l'idée aussi du projet. Hein. Donc, sur ces utilisations de matériaux biosourcés, si on les récapitule ainsi, attention à pas pas trop quelle expression utiliser, mais j'ai dit attention à ne pas enfoncer une porte ouverte, c'est-à-dire attention à ne pas dire ah ben, c'est biosourcé, donc c'est innovant. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait dans l'histoire de biosourcé un caractère innovant important. Donc sur l'économie circulaire, ça peut être sur la capacité à créer un circuit qui permet d'aller récupérer du bois ou de la paille, par exemple, qui n'est jamais utilisé ou qui serait jeté et qui permet éventuellement de pouvoir être transformé. Ça permet peut-être un projet qui permettrait d'industrialiser d'une certaine manière la production locale de matériaux biosourcés pour en faire des produits finis, applicables. Donc, ça pourrait être des caractères innovants. Mais juste faire bien attention à l'idée que ce n'est pas parce que c'est biosourcé que nécessairement ça rentre dans le challenge. Hein. Donc, il faut bien veiller à ça. Dernier point, donc dernier challenge sur la construction additive, donc la construction 3D. Donc là, on revient sur une logique intéressante de dire, dans la construction 3D, à part la résine classique, est-ce que justement, il n'y a pas des thématiques qui permettraient de pouvoir travailler donc, au service du secteur de la construction en créant des nouveaux matériaux en fait, d'impression 3D à partir notamment de réutilisation de déchets. Bon, de déchets toute nature, hein, pas obligé d'être des déchets de la construction ou du bâtiment, hein, des déchets d'origine diverses, mais qui pourraient trouver leur caractérisation et leur utilisation dans l'impression 3D. Donc, vous voyez, quand on disait que les projets étaient gros harvest, là, on pourrait être dans un projet gros où on dit on est en train de tester une idée, on est en train de la tester en laboratoire, on est en train de voir les premiers éléments. Donc, ça pourrait rentrer dans la logique du programme Grow. Et ensuite, notamment, l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans des éléments de construction grâce à l'impression 3D. Donc, des éléments de construction qui existent déjà, mais l'impression 3D vient apporter
une nouveauté, une nouvelle fonctionnalité et vient favoriser effectivement, grâce à l'impression 3D, l'utilisation encore plus fonctionnelle d'un composant de la construction. Voilà globalement les grandes thématiques. Au niveau des détails, Claudia, je ne sais pas si du coup tu as résolu ton problème de micro ou pas. Si tu nous en... Oui. Essayons si c'est mieux. Vous m'entendez mieux maintenant? Beaucoup mieux. Ok, mais voilà, très bien. Alors, pour justement la construction additive, je pense là c'est un peu plus clair et plus détaillé, mais c'est justement pour le moment l'impression 3D se fait un peu avec les mêmes matériaux. Si on pourrait intégrer des déchets ou même aussi des... Là, peut-être ça serait le moment aussi des matériaux naturels qu'on pourrait intégrer, biosourcés dans l'impression 3D. Ça serait quelque chose que serait important et intéressant. Et après, voilà, l'impression 3D, comme tu avais déjà dit, mais ça permettra aussi, dans le processus de la construction, dans l'impression 3D, mais d'intégrer des éléments intelligents qui pourront être intégrés dans ce processus et après nous permettre de, par exemple, monitoriser la consommation énergétique ou voilà des autres choses. C'est plutôt ça, c'est la construction additive, l'impression 3D est connue, mais comment la faire qu'elle peut partir ou utiliser des choses qui sont peut-être considérées comme des déchets ou utiliser des matériaux plus naturels qu'on trouve et, voilà, et faire comme ça ou faire des éléments beaucoup plus intelligents et qui nous serviront après. Voilà. Merci Claudia. Donc là aussi, on a abordé les points. L'objectif de la réunion n'était pas de rentrer dans les grands niveaux de détail, c'est vous donner déjà l'envie d'aller regarder l'appel à projet, de lire les documents. Vous avez les détails, les différents aspects qui sont abordés ici. J'avais dit que dans les questions qui arrivaient, il y en a une qui allait trouver une réponse. Donc voilà la réponse sur les critères d'évaluation du projet. Donc, la base, c'est que les projets doivent être intersectoriels, donc c'est ce qu'on vient de développer, et transfrontaliers. Ça veut dire qu'il y a 3 domaines que le jury analyse. Et vous avez donc les détails ensuite de comment la notation se fait. Donc, il y a l'excellence, l'impact et la réalisation. Il y a une note sur 5 qui est donnée, qui est le résultat de l'analyse de si on prend le premier, je ne vais pas tous les détailler, hein, mais si on prend le premier, donc le jury va fonctionner de cette manière. Est-ce que ça répond au challenge MetaBuilding? Donc, qu'est-ce que je mets comme point là-dessus? Est-ce que c'est innovant significativement? Est-ce que c'est décrit de manière réaliste? Est-ce que c'est projet ou concept qui peut être proche du marché ou qui a des potentialités de marché? Et est-ce qu'il y a une composante internationale, par exemple, dans le projet par rapport aux critères excellence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pourcentages de notes, en fait, sont des coefficients. Donc, le nombre de points maximum obtenables sur l'excellence, c'est 5 fois 30, c'est-à-dire 150 points globalement. Voilà. Il peut y avoir 150 points sur l'excellence, il peut y avoir 200 points sur l'impact et il peut y avoir 150 points sur la réalisation. Du coup, c'est de cette manière que le jury analyse les choses. On a dit tout à l'heure qu'il y avait de base dans ce projet Gros Harvest et 60 000 euros la logique de la transfrontalialité. Tu vois, même moi, Claudia, voilà, le côté transfrontalier des projets, donc des PME. Maintenant, si ce ne sont que des PME du pays, donc franco-français, c'est un projet franco-français, 100% français, est-ce qu'il est éligible? Oui, mais tout à l'heure, on l'a dit, il y aura un petit malus. Et le petit malus, c'est en fait sur la note maximale que pourra attribuer le jury au projet, c'est-à-dire que la note max
dans la colonne 5 n'est plus 5, mais 4. Voilà. Donc, ça veut dire que l'excellence, si tout était super excellent, ne rapporterait plus 150 points, mais en rapporterait que 120, etc., etc. Voilà. Donc, ça veut dire ça, le petit malus. Maintenant, bien entendu, ça ne veut pas dire que ces projets ne pourraient pas être financés à la sortie. On est d'accord, hein, puisque du coup, les jurys vont travailler et ensuite, c'est sur les notations et les commentaires des jurys que, en finalité, les lauréats vont être retenus. Okay. Donc, partir qu'avec du franco-français, c'est pas impossible, mais il y a un petit handicap. Ou partir qu'avec de l'espagnol-espagnol, ou portugais-portugais, ou italien-italien, ou autrichien-autrichien, ou hongrois-hongrois, c'est pas impossible, mais ça veut dire qu'il y a un petit handicap sur le critère de notation. Donc voilà comment les critères sont donnés. Bon, j'ai vu passer des questions, comment sont choisis les jurys, etc. Donc chaque pays propose des experts dans les différents domaines. Et ensuite, ces experts vont travailler ensemble. Donc pour les challenges, globalement, il y aura 6 experts, un de chaque pays, pour le challenge économie circulaire. Il y aura 6 experts, un de chaque pays pour digital, etc. etc. Donc voilà, c'est travailler comme ça. Et évidemment, alors, on vous a dit, on aurait bien aimé connaître les jurys, on aurait bien aimé voir qui était jury. Vu que le projet dure sur 3 ans, qu'il y aura d'autres appels à projets, la décision qui a été prise au niveau européen du projet, c'est de dire que pour l'instant, les jurys, on les garde anonymes. Parce que sinon, ils risquent d'être l'objet de coups de téléphone. Ou c'est souvent des gens qui sont connus comme experts dans leur domaine. Donc, bon, voilà, du coup on ne peut pas dévoiler comme ça les noms des jurys en disant voilà les gens qui ont donné un avis. Alors, peut-être qu'à la fin du projet, on pourra faire une photo de l'ensemble des jurys. Mais voilà, donc chaque pays a constitué un panel d'experts. Et ensuite, ces experts sont rassemblés au niveau européen, il y a une analyse européenne, et évidemment, les partenaires du projet ne participent pas au jury, hein, bien entendu. C'est-à-dire que nous, vos dossiers, on peut les voir passer, mais on peut émettre strictement aucun avis, on ne peut rien faire hein, sur le dossier. C'est un point important que vous avez à retenir. Et donc, après, il n'y a pas de retour non plus prévu par le projet dans la commission pour dire aux entreprises. C'est une sorte de concours, donc il n'y a pas de retour pour dire vous n'avez pas été retenu parce que vous n'avez pas fait ceci ou cela, etc. Donc, soyez bien attentifs au remplissage des dossiers. Sur le premier seed, malheureusement, certaines entreprises qui peut-être avaient des idées intéressantes n'ont pas été retenues pour des raisons purement administratives de dossier. La commission, au niveau de la commission, le projet n'est pas passé parce que, par exemple, il y avait un impératif, c'est le dossier devait être écrit en anglais. Bon, certains sont arrivés en français, donc du coup, ils n'ont pas été retenus. Il y avait des pièces qui devaient être dans le dossier, certaines pièces n'étaient pas. D'autres ont déposé leur dossier, passé la date limite. Donc voilà, faites bien attention à ces détails-là. Et plus vous envoyez vos éléments en amont, et plus au niveau de l'équipe Help Desk France, on peut, dans cette phase-là, on peut vous dire attention, votre dossier n'est pas tout à fait complet, ou attention, il manque ce document. Après c'est fini. Et la plateforme, c'est normalement un tout petit peu amélioré aussi pour vous permettre de cocher les éléments que vous mettez dans le dossier pour être sûr que vous avez bien rempli votre dossier. Donc voilà pour les éléments. Du coup, les modalités de dépôt du projet et les dates clés, bon, tout ça c'est sur le site. Donc c'est publié depuis le 1er juin. L'ouverture se fait à partir du 15 juin et la fermeture le 15 septembre à 17h, donc heure Bruxelles. Les résultats se feront le 15 novembre. Donc voilà pour les grandes lignes. Vous avez le lien pour les candidatures en ligne. Je passe rapidement là-dessus sur les différents éléments. Vous pourrez les retrouver un petit peu plus tard. Du coup, les projets doivent être déposés sur la plateforme MetaBuilding.
Marlène, on a trois diapos. Marlène, est-ce que c'est possible de faire une petite démo en live en quelques instants? Je vais te permettre de partager l'écran. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Normalement, tu peux partager ton écran. Alors, là, normalement, vous devez voir le site, du coup, la plateforme. Très bien, on voit. D'accord. Du coup, pour postuler, donc, il faut vous rendre sur la plateforme, donc metabuilding.com. De toute façon, les liens vous seront renvoyés par la suite. Marlène, on ne voit plus le site. Vous ne le voyez plus. On voit une grande barre transversale. On ne voit plus l'écran. Oui. Alors, attendez, ça me met le partage d'écran est en pause. Et là? Oui, là, on le voit. Là, c'est bon. Du coup, quand vous arrivez sur cette page pour accéder au bouton pour pouvoir postuler et aussi pour avoir accès à un certain nombre de ressources sur l'appel à projet, donc vous allez dans ce petit bouton et dans le Go Harvest Call. Donc, vous arrivez sur une première page qui va déjà vous donner accès à un certain nombre de ressources. Donc, tout ce qui vient de vous être présenté par Jean-Luc et par Claudia, même si on vous enverra le lien du webinaire et le PowerPoint, vous pouvez les retrouver en fait directement sur la plateforme. Donc, tout est déroulé ensuite sur cette page. Donc, vous avez tout d'abord un petit récap de ce qui est attendu, soit dans l'appel Go ou soit dans l'appel Harvest. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la définition des challenges dont mentionnaient Jean-Luc et Claudia. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai un qui est parti sur le côté, mais vous avez les 4 challenges qui sont répertoriés ici. Si je vous en ouvre un, par exemple, ça va vous donner un peu plus de matière, notamment sur les questions qui sont passées. Vous avez vraiment une explication assez précise du challenge. Donc là, on est sur le solution fondée sur la nature. Vous avez vraiment la définition du challenge dans son ensemble et la définition des thématiques. Donc, c'est vraiment important avant de soumettre un projet, de prendre connaissance de ces 4 challenges pour voir où votre projet serait le plus à même d'être éligible pour pouvoir ensuite vous positionner le plus sereinement possible sur une des thématiques. Donc, si je continue de descendre, vous avez ici un récap en fait, des documents qui vont vous donner accès en fait, à toutes les informations qu'on vient d'énoncer. Donc ici, vous avez un document, alors je ne vais pas forcément l'ouvrir, mais c'est un document Word d'une 30aine de pages qui récapitule tout ce qu'on vient de se dire et de façon vraiment très précise. Donc si vous avez une question, il y a de fortes chances que la réponse soit précisée dedans. Donc c'est ce qu'on appelle le guidelines pour les applicants. Ici, vous avez une sorte de petite page FAQ qui reprend des questions un peu... des questions très simples qu'on peut se poser, est-ce que, comme c'est passé là pendant la visio, est-ce que les projets doivent être sur les 6 pays mentionnés? Qu'entend-on aussi par PME? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, vous avez vraiment des petites questions très simples qui sont répertoriées ici et qui peuvent vous donner déjà des premiers éléments de réponse. Et ici, sur l'aspect webinaire, donc si je ne me trompe pas, Claudia, je pense que le lien de replay sera accessible ici ensuite. C'est ça. C'est ça, voilà. Donc, si vous voulez revoir, ou transmettre en tout cas le lien à des PME ou à des partenaires, n'hésitez pas, il sera disponible sur cette page. Donc, si je continue, vous avez à ce niveau donc, un récap sur les critères d'éligibilité qui viennent de vous être présentés. Et ici, la présentation des 2 modules également que Claudia a présenté plus en amont, donc le fameux module Find a Partner qui permettra de faire de la mise en relation partenariale, donc qui sera disponible à compter du 15 juin. Également sur ce module-ci, donc plus sur la mise en relation sur des technologies existantes, également disponible le 15 juin. Donc également accessible sur cette page. On arrive ensuite sur le petit module destiné aux service providers. Donc là, je vais m'y arrêter 2 petites minutes pour vous présenter un petit peu comment ça se présente.
Donc, comme ça a été évoqué par Jean-Luc, les prestataires de services qui pourront apporter une prestation dans le cadre des projets devront être référencés du coup sur la plateforme MetaBuilding et prendre part à l'écosystème MetaBuilding. Donc, ils sont déjà tous référencés sur cette page. Par défaut, ils sont par ordre alphabétique, tout pays confondu, donc les 6 pays membres du consortium. Donc, si une PME française souhaite avoir des informations sur un prestataire français, alors il faut juste faire un filtre par pays et aller les chercher au niveau de la France, par exemple. Donc là, j'en prends un au hasard, on va dire, donc le Cibios. J'ai ici, on va dire, les 2 éléments sur lesquels il peut m'apporter une prestation. En cliquant, on a vraiment le détail de ce qu'il peut me proposer. Et vous avez associé un contact et le site internet pour avoir plus de références. Donc là également, c'est intéressant de passer faire un tour avant de soumettre un projet pour vraiment déjà choisir le prestataire qui pourrait vous accompagner dans ce projet. Donc, si je reviens sur cette page et que je continue encore, donc à ce niveau, vous avez le schéma que vient d'expliquer Jean-Luc, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais les 5 étapes qui sont mentionnées à ce niveau sont assez importantes et sont vraiment à prendre en considération avant de postuler. Vous avez vraiment un récapitulatif des documents qui vous seront demandés dans l'aspect formulaire d'application. Donc notamment tout ce qui est déclaration un petit peu aussi légale, administrative, de déclaration sur l'honneur, de table éthique, enfin de déclaration éthique, car on a eu aussi des soucis sur la partie CID où il manquait ces documents. Donc je vous invite vraiment à prendre connaissance de l'ensemble des documents qui seront à soumettre lors de la procédure. Et si je continue, vous avez simplement les services helpdesk nationaux pour répondre à vos questions. À noter que pour la France, du coup, c'est moi qui serai principalement votre interlocutrice. Donc, pour ceux qui ont déjà mon adresse mail, vous pouvez me joindre sur l'adresse que vous avez. Auquel cas, vous avez une adresse mail helpdesk à laquelle je répondrai également. Je vais très brièvement, en 5 minutes, vous montrer un peu comment est mise en forme la plateforme pour postuler. Donc, aujourd'hui, le call n'est pas encore ouvert, donc il le sera la semaine prochaine. Quand il le sera, les PME auront à cliquer en fait, sur ce bouton dont le verbatim sera modifié. Sachant, je précise qu'en amont, Claudia, si je ne dis pas de bêtises, il faut que les PME aient créé un compte sur la plateforme. Oui, c'est ça. Pour soumettre un dossier, il faut être inscrit dans la plateforme. Oui. Voilà, donc d'abord s'inscrire sur la plateforme et ensuite pouvoir accéder au lien de soumission des dossiers. Donc, moi, je vais vous montrer moi, j'ai un compte administrateur, donc la vue sera peut-être légèrement différente, mais juste pour vous montrer très brièvement comment sera ensuite divisé le questionnaire. Donc, vous aurez ces 6 onglets qui vous seront proposés. Les 2 premiers sont assez basiques, on va dire, et assez simples à remplir. On est vraiment sur les informations primaires du projet, sur votre structure, le représentant et également les partenaires que vous allez embarquer dans votre projet, que vous allez embarquer dans le consortium. Donc voilà, donc là, on va dire que c'est la partie très simple. Les onglets 3 et 4 vont rentrer dans le vif du sujet, avec notamment sur l'onglet 3, on va vous demander de vous positionner sur un des challenges et sur une des thématiques, et également de vous positionner sur un aspect plus Go ou un aspect Harvest. Dans l'onglet numéro 4, ça va être la partie vraiment descriptive. Quels seront les objectifs du projet? Quel problème vous cherchez à résoudre? Quelle serait la solution finale? Quelle approche vous allez avoir? Donc, on va vraiment avoir quelque chose de très explicatif. Donc, toutes les informations vous sont précisées sur le côté pour savoir ce qui en est attendu. Je reprécise bien évidemment que tout doit être mentionné en anglais, y compris le titre du projet. Les titres ne doivent pas être en français, sinon ça peut vraiment on peut vraiment avoir des problèmes derrière pour l'éligibilité. Et vous avez aussi dans certains des onglets des documents qui seront à uploader, donc tout vous est précisé au fur et à mesure. Et comme je vous l'ai indiqué, ces documents sont disponibles sur les premiers liens que je vous ai montrés. Le 5e onglet sera du coup orienté sur les fameux service providers, donc ces prestataires de services. Donc c'est ici que vous pourrez rentrer
les informations concernant le ou les prestataires et également les devis vous seront demandés. Donc ça, je pense que sur l'aspect devis, Jean-Luc y reviendra par la suite dans les points d'attention. Et ensuite, le dernier onglet sera simplement, voilà, on est sur une formalité légale au niveau de l'Europe où les PME devront accepter un certain nombre de conditions pour pouvoir soumettre définitivement le projet. Et juste un dernier point avant de clôturer cette démonstration. Vous avez la possibilité, enfin les PME auront la possibilité, si elles le souhaitent, de pouvoir sauvegarder leur projet en cours sans avoir à le soumettre dans la foulée. Donc, vous pouvez très bien commencer une partie, commencer à remplir votre dossier et la finir par la suite. Et tout est sauvegardé du coup sur la plateforme pour y revenir tranquillement. Voilà, je pense en termes de présentation. Jean-Luc, je te redonne la main. Très bien, merci Marlène. Alors, On va arrêter de partager ton écran. c'est bon. Revoir la présentation. Dans ce que vous a présenté Marlène, il y a 2 diapos qui sont dans la présentation par rapport à ça. En rappel ici, des points d'alerte et vigilance. On va arriver à la fin de notre déroulé. Rédigé en anglais, donc ça c'est important, c'est vraiment important. Alors, ce n'est pas des linguistes qui vont lire votre proposition. Donc un conseil par rapport à ce qu'on a vu dans les précédents dossiers, faites des phrases très simples, des verbes compléments, ne sophistiquez pas la structure. Les jurys européens sont pas des anglophones langue maternelle, donc du coup ils sont capables de comprendre aussi vos approches, donc pas de souci là-dessus. Soyez simple, mais soyez aussi très précis sur l'impact innovant de votre projet. Parfois, certains ont manqué, ont juste dit je fais un projet qui consiste à faire ça, ça et ça, et c'est bien. Essayez de justifier. Vous voyez, les dossiers sont simples à remplir. Hein, c'est pas, comme on l'a dit, ce pas des dossiers de 50 pages, mais essayez de soigner un peu la présentation de votre projet. N'hésitez pas, si vous avez des présentations en PowerPoint, enfin un PDF, à en mettre quelques-uns en plus. Ça peut effectivement ça peut aider. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait préciser ici. Du coup, hop, on termine là pour dire ce qui n'est pas financé, c'est les achats d'équipements dans le financement. Dire j'ai un projet innovant sur l'impression 3D, donc je me fais financer l'achat d'une imprimante 3D. Réponse, ça ne marche pas. C'est vraiment l'idée innovante et la façon de développer le projet dans son innovation qui est financée. On a dit que 75% pouvaient être dépensés via des innovation stakeholders, ça veut dire que 25% doivent couvrir les frais des PME. Les devis, fournissez-les hors taxe, puisque la TVA ne peut pas être refinancée ou financée, et pour beaucoup d'entre vous, vous récupérez déjà la TVA, donc du coup, présentez bien les devis taxes. Pour les ETI, les grands groupes, ils peuvent être dans l'assiette projet, mais ce n'est pas eux qui reçoivent les fonds. Voilà. Et du coup, les frais excédant le montant prévu par le financement sont pris par les acteurs du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, votre projet, il ne fait pas 60 000 euros pile. Peut-être que ça va être des projets à 100, 200, 300 000 euros. Ça veut dire que toute autre source de financement, ça répond à une des questions qui a été posée, bien sûr, c'est éligible. Vous allez présenter un projet, vous allez dire, voilà le montant total du projet, il fait 1 million d'euros, il fait 500 000 euros, il fait 200 000 euros, et j'ai besoin de ces 60 000 pour faire ça, ça et ça. Et ce n'est pas incompatible avec d'autres modes de financement, y compris d'autres modes de financement public. Voilà. Donc, pour les contacts, on l'a dit, Marlène, Helpdesk France Metabuilding. Il y a aussi au niveau du projet européen global le Grant Secretariat. Mais là, on dit communication en anglais uniquement. Le Grant Secretariat, c'est vraiment pour les questions auxquelles le helpdesk du pays n'est
pas en mesure de répondre. Donc, on vous passe cet élément. Ensuite, dans la plateforme, va apparaître Find Innovative Technologies. Ça veut dire que, en fait, ce qu'on va proposer, puisqu'il y a du transfrontalier à faire, voilà, vous trouvez peut-être d'autres acteurs dans d'autres pays qui pourraient travailler sur un projet. Il y a un événement matchmaking de mise en relation partenariale qu'on va monter dans le cadre du projet avec les 6 autres pays. Alors, une date sera proposée sous peu, sans doute début juillet, pour vous laisser le temps déjà de commencer à réfléchir à est-ce que vous avez des partenaires, est-ce que vous avez besoin de partenaires, etc. Et donc, à partir du lundi 28 juin, on vous demande d'avoir soumis votre projet ou votre besoin et de vous inscrire sur la plateforme MetaBuilding pour dire je veux participer au matchmaking. Donc on enverra sous peu, ou on communiquera sous peu sous la possibilité de le faire et de répondre à ça. Donc sur cette histoire du matchmaking. Enfin, pour terminer, Claudia parlait d'un autre projet qui s'appelle MetaBuilding Labs. C'est un projet qui a démarré. Donc, en fait, ce projet a pour objectif de soutenir l'innovation et la mise sur le marché de produits innovants grâce à la mise en place de labs, de test labs un peu délocalisés. C'est l'objectif de ce projet pour tester les technologies et que les PME viennent tester les technologies parce que souvent, ça coûte cher de créer des bancs d'essai, de trouver, de financer des laboratoires pour faire des tests. Donc, MetaBuilding Lab travaille sur ça. Donc, le projet démarre. Ça veut dire que dans la plateforme, il y aura effectivement un onglet Test Your Innovation. Et du coup, dans Test Your Innovation, vous pourrez avoir accès à des différents endroits et différentes structures qui auront été créées dans le cadre de MetaBuilding Labs pour pouvoir accéder au test de vos innovations. Voilà. Et pour conclure, donc, la suite, c'est quoi? Il y aura un autre appel à projet SEED au 4e trimestre 2021. Donc 5 000 € pour une PME, pour une idée. Et il y aura, courant semestre 2022, un autre appel à projet Grow et Harvest. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Alors, on a dépassé le temps un tout petit peu. On a déjà répondu à pas mal de questions qui ont été posées. Le site fournit également beaucoup de réponses, donc n'hésitez pas à y aller. Du coup, je ne sais pas s'il reste des questions. Moi, je propose, si tu es d'accord, qu'on balaye très vite les questions pour faire être sûr d'avoir tout répondu. Je pense en principe on l'a, mais peut-être si tu es d'accord, je le fais vite fait. C'est OK? Si quelqu'un n'a pas entendu la réponse à sa question, éventuellement, manifestez-vous. Il y a peut-être aussi des choses un peu clarifiées plus en détail, parce que la première là de monsieur ou madame Renard-Brassy, c'était est-ce que l'entreprise avec qui on collabore peut-elle être allemande? Oui, déjà parce que c'est une des PME qui doit venir du pays cible, dont l'Allemagne n'est pas un pays cible, mais aussi ça peut être soit pays cible ou soit appartenant à un des grandes associations qui font partie du projet. Et ça peut l'être, par exemple, il y a le RIC, c'est l'association à niveau européen du recyclage, et là, ils sont aussi une partie allemande, c'est-à-dire déjà comme ça pourrait être une entreprise allemande appartenant à EURIC ou un de ses membres, le membre allemand, et un autre pays qui n'est pas pays cible, c'est-à-dire cette adhérence d'être membre d'une de ces associations compte comme ça serait un pays cible. Après, la liste... On a beaucoup répondu. Ouais, je pense qu'on a beaucoup répondu. Oui, j'ai peur qu'on prenne trop de temps, Claudia, puisqu'il est déjà oui, OK. Alors, peut-être que les gens se manifestent. Si jamais quelqu'un n'a pas entendu un élément de réponse ou pense ne pas avoir la réponse sur le site, éventuellement
manifestez-vous si jamais on peut vous apporter une précision supplémentaire. Si personne ne se manifeste, ça voudrait dire qu'on a bien répondu à toutes vos interrogations et qu'on a déjà… Excusez-moi, j'ai juste une toute petite question. Oui, allez-y. Comment est-ce qu'on fait pour… Vous avez peut-être dit, mais j'ai quelques problèmes de connexion. Pour être un prestataire de service référencé? Contactez, voilà, vous contactez Marlène. D'accord. Il y a des dossiers accessibles. Enfin, Marlène va vous indiquer la procédure. Et ensuite, il faut que la prestation que vous proposiez rentre dans le cadre de l'éligibilité au projet MetaBuilding, évidemment. D'accord. Et Marlène, on peut la contacter uniquement par mail, hein, pas par téléphone? Déjà par mail, ouais, pour dire, parce que du coup, pour poser vos questions par mail, c'est plus simple. Et après, actuellement, il peut y avoir des vidéos organisées, des échanges, ça peut aller plus loin. Déjà, dans un premier temps, le mail, c'est le meilleur moyen de trier toutes les questions qui arrivent, quoi. Merci beaucoup. Je précise effectivement que la ligne téléphonique dans mon adresse mail, je n'y suis pas forcément joignable car l'équipe étant en télétravail. Donc oui, par mail dans un premier temps, et puis au besoin, on fera un point s'il le faut. Voilà. Il y a eu quelques questions sur le jury aussi. Oui, je reprécise les modalités de travail du jury. Chaque membre du jury va analyser et noter les dossiers en faisant sa notation et ses commentaires. L'objectif des commentaires, c'est que les jurys vont ensuite débattre ensemble des dossiers. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir une unanimité pour dire il s'avère que les 6 membres du jury ont mis 500 points à cette entreprise, donc ce n'est pas la peine de discuter, elle arrive en premier, tout le monde est d'accord, très bien. Ensuite, il peut y avoir des différences. Du coup, c'est les jurys qui vont travailler entre eux, dans le travail du jury, pour arriver dans du débat, à discuter et à faire émerger quel est le projet qui est le plus susceptible de répondre à l'ensemble des critères par un avis très collégial en fait. La décision est toujours, en finalité, la décision est collégiale. Chaque membre analyse tous les dossiers qui sont confiés à la partie du challenge et ensuite la décision, elle est collégiale. Donc, ça veut dire que ça écrète beaucoup aussi les différences, quoi. C'est pas juste un jury qui va dire tiens, lui, je lui mets 500, il est sympa, d'ailleurs, je le connais. Donc, ça ne va pas se passer comme ça. C'est vraiment, il y a une sorte d'exigence au niveau de la commission. Où les jurys sont engagés avec des chartes aussi d'éthique, de confidentialité, de conflit d'intérêts. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses pour essayer de garantir le maximum de la probité du jury et du projet. Voilà pour la question. Est-ce qu'il restait encore une question ou deux? Il semble donc qu'on ait répondu, que vous ayez pu avoir les éléments. Alors écoutez, on est très heureux de pouvoir participer à vos côtés, de vous accompagner avec la coordination du projet, donc Nobatech INEF4, Claudia et ses équipes, Colline, Amélie, et au niveau du fonds de dotation Cercle Pro Module, avec Marlène, Emeline, Paul, pour essayer de faire en sorte que ce projet soit une réussite. Et du coup, on vous remercie de votre attention. On vous donne rendez-vous pour ceux qui seront ou qui peuvent y être présents le 23 et 24 au Low Carbon World en parallèle du BIM World, qui sera le premier salon événementiel Covid qui pourra se tenir en présentiel, alors avec évidemment soit des tests PCR pour entrer, soit des vaccinations. Il y aura évidemment les questions, mais il y aura des vrais stands, il y aura des vrais gens, il y aura des vrais échanges. Donc, on y sera présent. Les lauréats, quelques lauréats du site MetaBuilding, il y aura un espace MetaBuilding, seront présents pour quelques-uns d'entre eux qui peuvent être disponibles. Donc, si vous êtes porte de Versailles le 23 et le 24, si vous
voulez avoir d'autres éléments, parler, rencontrer du monde, il y aura un stand ou un espace MetaBuilding dans le cercle, l'espace du cercle Promodule. Donc, vous y êtes les bienvenus. On vous remercie à tous et on va pouvoir clôturer notre échange. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci de votre connexion. Au revoir tout le monde.